l'occasion de la fête de la science, l'antenne de France Culture se mobilise tout au long de la journée pour tenter de s'interroger, de comprendre, d'analyser ce que le Covid fait à la science. Après les matins de Guillaume Erner sur les relations étroites entre la santé humaine, animale et environnementale, et avant le temps du débat, aujourd'hui, après le journal de 18h, animé par Emmanuel Laurentin, consacré aux médias en temps de Covid, ont-ils du mal avec la science? La grande table des idées se demande, s'interroge aujourd'hui sur le rôle que joue la science en démocratie. Notre invité, Pierre Papon, professeur honoraire à l'École supérieure de physique et chimie industrielle de Paris et conseiller scientifique de Futurible International. Il est l'auteur de La démocratie a-t-elle besoin de science, qui paraît aux éditions du CNRS, maison qu'il a par ailleurs dirigée. Dans cet ouvrage, il plaide pour un rôle de vigie de la science en démocratie. S'il ne veut pas d'une société essentiellement fondée sur les valeurs de la science, il invite à ne pas céder non plus totalement au dégagisme sur tout ce qui touche de près ou de loin au progrès, et donc peut-être à la manière d'Alain Touraine à défendre la modernité pour faire face aux défis actuels. Bonjour à vous, Pierre Papon. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'expertise scientifique dans la crise que nous traversons, celle du Covid, du coronavirus, quel rôle a-t-elle joué? Est-ce qu'elle a joué ce rôle de boussole que vous appelez de vos voeux dans ce livre, ou est-ce que vous l'avez trouvé un peu trop interventionniste, trop intrusive dans nos vies? Elle a joué incontestablement un rôle de boussole à travers, en particulier, le conseil scientifique que le président de la République avait mis en place pour conseiller le gouvernement, et avec un certain nombre de positions, avec les travaux qui ont été faits depuis le début de la crise, depuis le mois de janvier, pour d'abord trouver le séquençage du virus, du coronavirus, son mode d'action, avec des incertitudes. Donc les scientifiques, la communauté scientifique ont joué un rôle utile et indispensable pour conseiller le gouvernement en France comme à l'étranger, non d'ailleurs sans difficulté, parce qu'il y a toujours des incertitudes sur le virus, son mode d'action, la façon dont on peut parer en quelque sorte à son action. Donc je pense que la communauté scientifique et les scientifiques ont joué un rôle utile dans ce contexte-là qui était très difficile. Et ce qui est passionnant, c'est la question du temps dans ces moments-là. Et vous venez déjà de la laisser transpercer, cette question du temps, à travers votre première réponse. C'est à la fois la course de fond qui se joue en ce moment, la recherche d'un vaccin, la recherche de traitement thérapeutique de ce virus. Et puis, ce temps de l'épidémie, ce temps de la décision politique, il faut agir vite. Et temps qui peut être aussi, ou décision qui peut être éventuellement alimentée, éclairée par la voix, la parole des scientifiques. Vous avez évoqué en mars dernier ce conseil scientifique mis en place, présidé par le professeur Jean-François Delfraissy, pour aider le gouvernement dans la gestion de l'épidémie, pour l'aider dans sa décision. Alors, est-ce qu'il a tenu ce rôle? Est-ce qu'il a débordé du cadre? Est-ce qu'il est sorti de ses fonctions? Je vous propose qu'on écoute d'abord la voix, justement, de Jean-François Delfraissy, président du comité scientifique. Et il revenait sur son rôle lors d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. On est alors à la mi-juin dernier. On a été nommés par les politiques. Et inversement, on a tous passé notre temps à dire que la décision était du politique et qu'on était là seulement pour l'éclairer. Et on a essayé de garder une autonomie et une indépendance avec un équilibre, évidemment, qui est difficile à trouver, mais que je pense qui a été en partie trouvé. Parce que nous n'étions rien, finalement. Nous n'étions qu'un groupe d'experts qui se réunissait tous les jours. Donc une parole libre. Alors, c'est des mondes différents entre science et politique. C'est comment fait-on comprendre aux politiques que le doute et l'incertitude font partie intégrante de la science. Et qu'on avance en science que si on a des doutes et de l'incertitude. C'est incompatible. Quand on vous dit, mais j'ai besoin de savoir, évidemment, pour décider, pour prendre des décisions. Et pourtant, le doute et l'incertitude sont un élément essentiel. S'il n'y a plus de doute et incertitude, il n'y a plus de science. La science prend du temps. On ne construit pas des essais thérapeutiques contrôlés sur une période de 15 jours. Et le politique, pourtant, attend des résultats à très court terme. Cette question-là a été réellement mise à plat au cours des 20 dernières années. Je n'en suis pas certain.
Alors sur ce rôle joué par le conseil scientifique, on entendait à l'instant Jean-François Delfraissy, Pierre Papon, est-ce que vous pensez qu'il est resté dans son cadre ou est-ce qu'il est un peu trop sorti de ses fonctions pendant cette crise? On a trop attendu de lui et il a trop donné son avis. Je crois je crois qu'il faut quand même rappeler ce qu'est l'expertise scientifique. L'expertise scientifique, et le professeur Delfraissy l'a rappelé, elle est fondée sur des connaissances, sur des réalités, sur des vérités qui peuvent être incomplètes et avec des incertitudes. Alors j'utilise une espèce de métaphore pour expliquer ce qu'est l'expertise scientifique. Elle est en quelque sorte une enclume sur laquelle on va donner une forme intelligible et utilisable à la vérité scientifique pour qu'elle puisse être utilisée dans un processus de décision politique. Et la position de l'expert, du scientifique expert, dans le cas du coronavirus, mais il y a eu d'autres cas, d'autres épidémies auparavant. Rappelons-nous l'épidémie de la vache folle, où il y a eu aussi des incertitudes sur l'origine de la maladie. Il est en quelque sorte le troisième homme, entre le chercheur d'un laboratoire qui essaye de trouver des phénomènes, de les expliquer, et puis le politique qui va prendre une décision. Et comme l'a rappelé le professeur Delfraissy à l'instant, eh bien, la science, elle indique le possible. Et le politique, il prend une décision en faisant un arbitrage entre ce qui est souhaitable, ce qui est possible et ce qui est acceptable. Et là, le conseil scientifique, en l'occurrence pour le coronavirus, il a indiqué ce qui était possible. Un certain nombre de scénarios... Il a beaucoup mis en garde, hein. Il a beaucoup joué ce rôle de vigie que vous appelez. De vigie, il a mis en garde. Ouais. Un certain nombre de scénarios ont été faits par des épidémiologues en utilisant des modèles épidémiologiques. Il y a eu toute une polémique d'ailleurs au Royaume-Uni sur les modèles épidémiologiques d'Imperial College, si bien que le gouvernement britannique a pris du retard pour prendre la décision de confinement et d'ailleurs le Premier ministre britannique en a subi les conséquences personnelles puisqu'il a été hospitalisé. Donc là, le conseil scientifique, il avait aussi... en train de leur faire porter la faute. Non, scientifique de ce qui s'est passé. Le conseil scientifique, il a jugé en fonction de scénarios, de ce qu'il savait, avec aussi des incertitudes. Et le fait que la science, la réalité scientifique, quelquefois, mais pas toujours, soit entachée, si je puis dire, d'incertitudes, mais mal à l'aise à la fois les scientifiques et surtout le politique. Moi, je l'ai constaté dans différentes occasions lors des fonctions que j'avais au CNRS ou à l'Ifremer. Donc, ce problème de l'incertitude est une difficulté pour la prise de décision, c'est incontestable. Alors, il y a des doutes, il y a des incertitudes. Est-ce qu'il y a aussi des vérités ou plutôt des manières d'interpréter les chiffres? On n'a pas évoqué, mais on pourrait aussi l'affrontement nord-sud, Didier Raoult, Jean-François Delfraissy et autres, qui est en train aujourd'hui de trouver un nouveau débouché avec un conseil scientifique local souhaité par l'adjointe à la ville de Marseille, Samia Ghali, rejetée pour l'instant par le président du conseil régional. Elle a quand même cette phrase intéressante, elle dit « On ne veut plus être dépendant des chiffres de certains scientifiques parisiens ». Il y a des vérités locales, des vérités nationales, il y en a autant que ça. Oui, le président Trump dit aussi qu'il y a une vérité et une post-vérité. Donc, et dans une interview récente, qui date de 3-4 jours, l'un des conseillers du président Trump, membre de la task force du président des États-Unis, qui s'appelle Anthony Fauci, qui est un spécialiste du sida et un immunologue réputé, il a déclaré dans cette interview à la revue Science, le président, il peut avoir telle ou telle idée, mais il ne peut pas empêcher qu'il y a des réalités. Et ces réalités scientifiques, elles sont valables au bord de la Seine, comme au bord de la Méditerranée ou comme au sud de la Méditerranée. Et parce que ces vérités scientifiques, entre guillemets, je mets souvent le mot vérité entre guillemets avec un petit v, parce qu'il y a des incertitudes, eh bien elles sont discutées, elles sont confrontées aux travaux d'autres chercheurs dans des publications scientifiques, des congrès, des colloques.
Ce qu'elle ne remet pas en cause, par ailleurs, Samia Ghali. En revanche, ce qu'elle dit, et ça va dans votre sens, Pierre Papon, dans ce que vous développez dans votre livre, La démocratie a-t-elle besoin de la science, c'est que, et vous le rappelez, la méthode scientifique décrit ce qui est, des faits, des phénomènes, des données, mais aucunement, écrivez-vous, ce qui doit être. Et si les décisions politiques portent sur le choix d'une politique publique, elles doivent être éclairées par des connaissances scientifiques, mais elles ne sont pas le seul éclairage possible, ni le seul souhaitable d'ailleurs. Il y a d'autres valeurs qui doivent entrer en ligne de compte pour une décision, et peut-être aussi d'autres réalités et des réalités de terrain, ce que cette adjointe à la ville peut mettre éventuellement en avant. Elle fait partie des décisionnaires, par ailleurs. Oui, il y a des réalités de terrain qui sont des réalités, je dirais, sociales, économiques, importantes. Et les scénarios qu'avaient élaborés des épidémiologues pour la crise du coronavirus ne tenaient pas compte de données économiques, ni de données sociales. Parce qu'on pouvait éventuellement ne pas confiner si on voulait préserver l'économie. Ça, c'est, je dirais, une décision de nature politique et sur lesquelles les scientifiques n'ont pas, je dirais, d'avis autorisé. Et vous, sur ces autres valeurs qui devraient entrer en ligne de compte, vous citez notamment pour une décision politique le respect de la vie humaine, l'équité, la justice sociale, le maintien de la paix, la croyance dans la vertu du dialogue social. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses qui doivent alimenter, nourrir la décision politique, pas simplement, même si elle est importante, la parole scientifique. La place de la science dans nos sociétés, Pierre Papon, elle a beaucoup évolué ces dernières années. Pourquoi est-il temps aujourd'hui pour vous de réévaluer son statut ? Je pense qu'il faut réévaluer son statut, et c'est l'un des objectifs de mon livre, parce que dans nos sociétés, nous sommes confrontés à un certain nombre de défis. Le défi climatique en est un, et les travaux des scientifiques, des climatologues ont été contestés par les climato-sceptiques, notamment aux États-Unis. En France, les campagnes de vaccination ont été aussi contestées. Donc nous sommes en face de défis. Le défi climatique, la pandémie de coronavirus en est un second. L'impact du numérique sur nos modes de vie, sur le travail est un autre défi. La croissance des inégalités sociales est un quatrième défi. Donc nous sommes en face de défis. Et la science joue un rôle de défi, de vigie, ce que je souligne, pour essayer de montrer des voies pour faire face à ces défis, et que la défiance que connaît aujourd'hui la connaissance, la vérité scientifique, est en quelque sorte un danger pour cette mise en œuvre de politiques, de stratégies pour faire face à ces défis. Je crois que c'est, depuis quelques années, une période de défiance que connaît la science et qui est très dommageable. Oui, mais où est la limite, la frontière entre la défiance et le sens critique, que vous appelez aussi, que vous souhaitez voir advenir, c'est-à-dire une bonne et une meilleure information et une meilleure concertation, c'est-à-dire la possibilité aussi pour les citoyens de donner leur avis, d'être consultés et de se prononcer sur ces choix-là. Cette défiance que connaît la science, elle a aussi plusieurs raisons. D'une part, la mise en cause de l'expertise et de l'expertise scientifique. D'autre part, aussi le manque d'informations scientifiques. Et là, les chercheurs, disons, ou les organismes de recherche ou les universités ont une responsabilité dans la mesure où ils n'explicitent pas assez les enjeux de la science, les enjeux des découvertes, les incertitudes auxquelles on faisait référence tout à l'heure et auxquelles faisait référence le professeur Delfrécy. Il faut les préciser. Donc il y a nécessité d'une politique d'information scientifique en direction du public. Là, la presse a un rôle essentiel à jouer. Les centres de culture scientifique ont un rôle aussi essentiel à jouer. Et puis, il y a une revendication aussi, pas nécessairement sur ces questions de santé, d'une partie de l'opinion et de nos concitoyens, d'une part, à une plus grande transparence dans la prise de décision, et puis aussi à une participation, je dirais, en amont de la prise de décision, pour qu'ils donnent leur avis sur un certain nombre d'enjeux scientifiques
technique. La conférence citoyenne sur le climat en est une illustration. Mais depuis plusieurs années, il y a eu des conférences de ce type, des réunions de ce type organisées par la Commission nationale du débat public. Donc là, il y a nécessité d'un débat public dans un certain nombre de domaines. Ce matin, vous évoquiez, ou une philosophe évoquait, le problème de l'opinion. Un fait scientifique, ça n'est pas une opinion. Mais il y a quelquefois, j'en conviens, des opinions éclairées, des opinions de praticiens de certains métiers qui ont des compétences parce qu'ils ont fait des observations de terrain, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des apiculteurs qui connaissent le comportement des abeilles, ou que ce soit des malades, des patients. Il y a des associations de patients qui peuvent aussi avoir une opinion sur l'impact de leur traitement. C'était Géraldine Mosna-Savoie dans sa chronique, dans ses carnets de philo, dans les matins de Guillaume Erner, à réécouter si vous le souhaitez sur franceculture.fr, puisque toute cette journée, on orchestre effectivement le débat sur cette question de la place de la science, éclairée par la crise que nous vivons actuellement, ce que le Covid fait à la science. Et avec nous aujourd'hui, Pierre Papon, ancien directeur du CNRS, qui publie « La démocratie a-t-elle besoin de la science ?» On va rester sur cette question des vérités, sur la question aussi avec vous, Pierre Papon, de la défiance et de la confiance. Et on va écouter les mots de la journaliste Stéphane Aurel. Elle est l'une des autrices des Gardiens de la raison, un ouvrage qui vient de sortir et qui pose la question de la désinformation autour des questions scientifiques. Sur les questions scientifiques, les industriels ont très très tôt compris que les décideurs publics n'avaient pas de culture scientifique et qu'il fallait des intermédiaires entre la production de la science et les décideurs publics. Et les industriels se sont mis à cet endroit-là, en fait, et sont devenus les principaux transmetteurs de, je dirais pas de savoir, parce que justement il s'agit d'un savoir instrumentalisé et détourné, et qui est en soi, en fait, une destruction du savoir. Quand on construit des faits alternatifs, au sens vraiment premier du terme, c'est-à-dire que des études indépendantes, c'est toujours le même schéma. Des études indépendantes où une agence montre qu'un produit pose problème, entraîne des maladies ou un problème pour l'environnement, et les industriels produisent de la matière scientifique, des études scientifiques sponsorisées qui vont dire le contraire. Et cette matière-là va entrer dans le circuit de production de la connaissance, dans le circuit des revues scientifiques, dont le contenu, on pense de l'extérieur, est totalement scientifique, dans le sens où elle est contrôlée par les pairs, etc. Mais c'est pas parce que une revue est une revue scientifique qu'elle ne peut pas publier des articles qui sont sponsorisés par les industriels et qui en fait leur servent ensuite à mettre sur le bureau d'un décideur en disant voilà, cette étude dit qu'il n'y a pas de problème. Voilà, elle pose la question, Stéphane Aurel, de la fabrique de l'information scientifique, Pierre Papon. Oui, absolument. Oui. Alors, je dirais sur les études qui sont sponsorisées par des industriels, elles ont bien entendu, dans un certain nombre de cas, leur valeur, mais il plane au-dessus de ces études, on le sait bien, une suspicion légitime, une suspicion de conflit d'intérêts. On l'a vu à propos du glyphosate. Le débat qui n'est pas complètement clos sur la dangerosité du glyphosate, il a été inscrit par le Centre international du cancer, de recherche sur le cancer, sur la liste des cancérogènes. Un certain nombre d'autres études semblent montrer que ça n'est pas le cas, et les industriels aussi ont contesté ces conclusions d'un certain nombre d'experts. Donc là, ces études faites par les industriels ont certainement une valeur, mais qu'il s'agisse d'ailleurs d'industriels ou qu'il s'agisse d'autres expertises faites au nom de l'administration ou d'administration, il faut être extrêmement vigilant sur le risque de conflit d'intérêts. Je crois que ça, c'est important. On peut citer d'autres exemples dans l'actualité en ce moment. Grand débat autour des néonicotinoïdes qui étaient interdits depuis quelque temps. Ils sont en passe d'être réautorisés pour la culture de betteraves. Pourtant, on le sait, ils sont nocifs pour l'environnement. Comment expliquer une telle décision alors ? C'est là, typiquement, d'autres enjeux sont venus où il y a eu des batailles d'expertise ? Il y a un enjeu économique. Je ne suis pas compétent sur ces questions de betteraves, si je puis dire, mais il y a un enjeu économique et évident sur
la disponibilité d'une récolte de betteraves pour la fabrication, la production de sucre qui semble compromise par un insecte ou un champignon. Bon, moi, je ne peux pas en dire plus. Puceron vert. Mais d'autres diront qu'il y a aussi le poids des lobbies dans Il y a le ces poids des décisions. lobbies. Il y a le poids des lobbies agricoles. Je dirais il y a deux autres exemples qui est tout à fait d'actualité. Le président de la République en a parlé. C'est la 5G. C'est la 5G. Alors, j'ai relu un débat et un rapport très intéressant qu'avait fait l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui est un organisme mixte bicaméral entre le Sénat et l'Assemblée nationale, qui en octobre, je crois, 2019, avait fait un rapport à la suite d'auditions sur l'enjeu que représentait la 5G, son éventuelle dangerosité, dans la mesure où ce sont des très hautes fréquences, de l'ordre de 3 à 5 gigahertz, qui peuvent avoir des effets sur le cerveau. Il n'y a pas de preuve. Mais on voit que dans beaucoup de domaines, il y a nécessité effectivement d'avoir une expertise très serrée, contradictoire, pluridisciplinaire. Là, il faut mettre en jeu des médecins, des physiologistes, des spécialistes des radiations, enfin des rayonnements, sur ce type d'études. Donc on voit que c'est tout à fait d'actualité et pas seulement sur des questions de virus. Mais c'est intéressant aussi sur ce débat de la 5G, dangereuse ou pas pour la santé. On sent cette inquiétude grandissante et ce, malgré la parole de certains experts. À l'heure où les fréquences vont être mises aux enchères, il y a eu ce rapport de l'IGAS qui vient de sortir et les autorités sanitaires et de contrôle, pour l'instant, concluent un peu comme vous venez de l'évoquer sur l'absence de risques sanitaires spécifiques si on reste en dessous des valeurs limites d'exposition. Oui. Pour autant, ça ne semble pas convaincre l'opinion. Il y a quand même des craintes qui vont au-dessus de tout ça. Pourquoi cette parole-là, celle des experts, elle est abîmée quand même aujourd'hui pour vous en France, Pierre Papon? Elle est abîmée parce que il y a une méfiance d'une partie non négligeable de l'opinion, et certains sondages d'opinion publique semblent le montrer, alors qu'il n'y a pas une défiance profonde à l'égard de la science de l'opinion française. Il y a quand même des interrogations sur certaines applications de la science dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la génétique, et on trouve les problèmes d'OGM, les problèmes du nucléaire. Et donc l'opinion, une partie de l'opinion craint qu'on ne lui dise pas tout, si je puis dire, et qu'elle estime qu'elle devrait être consultée à un certain stade préliminaire à la prise de décision, pour débattre des risques éventuels. Et peut-être pour pouvoir contrebalancer aussi le poids du pouvoir des industriels. Alors, je prends un autre exemple qui n'est pas récent. C'est le stockage des déchets nucléaires. Il y a un débat qui n'est pas complètement clos sur le stockage des déchets souterrains des déchets nucléaires, à Bure, à la limite de la Marne et de la Meuse. La Commission nationale du débat public a organisé depuis près de 2 ans une série de débats entre des experts, des citoyens habitant les régions concernées, des entreprises, des secteurs économiques qui sont concernés sur ce stockage des déchets qui est réglementé, si je puis dire, par une loi, la loi Bataille. Bien. Et donc, le débat n'est pas terminé, même si, je dirais, le stockage à très grande profondeur, 500 mètres de profondeur dans une couche d'argile, semble, disons, possible. La question est de savoir pour combien de temps fait-on ce stockage, et ça, c'est un problème qui a été en débat. Donc là, il y a eu une implication. Un certain nombre d'associations ont dit que c'était tout à fait insatisfaisant et ont même quitté, je dirais, les séances qui étaient dédiées à ce débat. Mais il y a eu un débat. Il y a eu un débat et il n'est pas clos, très probablement.
Alors, la République des experts, comme certains l'ont appelé, depuis le début de cette crise sanitaire, ce n'est pas ce que vous appelez de vos voeux, loin de là. En revanche, vous appelez dans ce livre, Pierre Papon, à repenser le lien entre science et démocratie, à repenser aussi la place de l'État stratège sur ces questions-là. On a la recherche qu'on mérite, disent certains. La recherche, en tout cas, elle est le parent pauvre du budget français. On va écouter les mots de Serge Haroche, prix Nobel de physique, médaille d'or du CNRS, professeur honoraire au Collège de France. On se souvient de son coup de gueule ici, autour de la grande table. Lorsque le chercheur s'il a la chance d'être nommé par exemple au CNRS, il commence avec un salaire qui est de l'ordre de 1,5 fois le SMIC, c'est-à-dire un salaire net qui doit être autour, je ne sais pas exactement quels sont les derniers chiffres, mais autour de 2 000 € par mois. Ce que je trouve être absolument insuffisant et inadmissible compte tenu qu'il s'agit de personnes qui sont recrutées à plus de 10 ans après le bac, après une spécialisation de post-docteur à l'étranger en général. Et le paradoxe, c'est lorsqu'ils sont recrutés, ils ont un salaire qui est inférieur au salaire qu'ils avaient lorsqu'ils étaient post-doc dans une université étrangère. Et ça, c'est une des parties, une des raisons du problème que l'on a actuellement, le manque d'attractivité de la recherche pour les jeunes chercheurs. Voilà, manque d'attractivité de la recherche pour les jeunes chercheurs et manque d'investissement aussi de la part de l'État dans ces politiques de recherche. À quand une prise de conscience? Est-ce qu'elle est en train d'advenir en ce moment, vu ce qui se joue dans le pays autour de cette épidémie de coronavirus? Est-ce qu'on va vers un retour de l'État scientifique ou de l'État stratège, Pierre Papon? On peut l'espérer, en quelque sorte, et Serge Haroche le disait très bien, depuis une vingtaine d'années, la recherche scientifique française, je dirais, est toujours de qualité. Et, il y a des prix Nobel. Alors, Emmanuel Charpentier a fait une partie, je dirais, de ses travaux en France, mais elle est aujourd'hui en Allemagne. Donc, il y a Emmanuel Charpentier qui vient, et on l'a cité dans le journal de Thomas Cluzel, de recevoir le prix Nobel de chimie, avec une américaine. Elle est co-lauréate de ce prix. Elle est co-lauréate du prix Nobel de chimie. Donc, la recherche française a connu, je dirais, après la Seconde Guerre mondiale, des périodes de croissance de ses budgets. Ce fut le cas lors de la période Mendès France, si je puis dire, dans les années 55-56. Puis après, avec la période gaulliste, avec le général de Gaulle et Michel Debré. Puis après, je dirais, il y a eu une chute de potentiel, si je puis dire. Une remontée lors du premier mandat de François Mitterrand. Et puis après, disons que la science était en quelque sorte mise en réserve de la République. Je ne dirais pas que l'électrocardiogramme était plat, pas du tout. Mais disons que les moyens financiers ont au mieux stagné. La France consacre 2,2% de son produit intérieur brut à la recherche scientifique et technique. Il y a la contribution des entreprises, et ce, depuis une dizaine d'années. Alors que d'autres pays européens, nos voisins, la Suisse, l'Allemagne, les pays scandinaves, sans parler de la Chine d'ailleurs, qui fait des efforts considérables, les États-Unis également, dont on disait aussi qu'ils ont quand même une défiance, du moins dans leurs dirigeants vis-à-vis de la science, font un effort qui est relativement important. Et là, c'est vrai que pour les jeunes chercheurs, et Serge Haroche le soulignait avec force, il y a un manque d'attractivité des carrières après, disons, 10 années d'études après le bachot, commencer, comme aujourd'hui, à un salaire pour un jeune chargé de recherche au CNRS de 1,5 fois le SMIC, et pas décent. Et d'ailleurs, dans son livre sur l'intelligence artificielle, Yann Lequin, paru il y a 1 ou 2 ans, il soulignait la nécessité d'attirer les meilleurs cerveaux. D'ailleurs, il est parti travailler aux États-Unis. Après avoir fait sa thèse en France. Chez Facebook. Sur Apple, je ne sais plus. Bon. Et il disait, c'est très important d'avoir des universités d'excellence avec des laboratoires de recherche, du CNRS, de l'INSERM, etc. Et que
la France n'a pas compris assez cette nécessité ces 20 dernières années. Et il dit qu'il y a une attractivité pour les étudiants, pour les chercheurs, d'universités suisses, les 2 écoles polytechniques, d'universités allemandes, si on parle allemand, du Canada, des États-Unis. Et donc ça, je dirais, il faut que l'État, et vous parlez tout à l'heure de l'État stratège, peut-être a-t-il pris conscience avec cette loi de programmation de la recherche pour plusieurs années, qui avait péril, pour que la recherche française soit attractive pour les jeunes cerveaux français, pour des étrangers également, et aussi pour développer à terme notre potentiel technique pour l'industrie de l'avenir. Problème qui est évoqué d'ailleurs dans le plan de relance, je dois dire, je donne un petit coup de chapeau. Dans le plan de relance qui a été mis sur le métier il y a quelques semaines par le gouvernement, la technologie, la recherche ont une place dans un certain nombre de mesures. Donc là, il y a une prise de conscience. Mais pourvu que ça dure, comme disait la mère de Napoléon, en parlant de l'empire de son fils, pour qu'effectivement, il y ait une vraie stratégie partagée par les entreprises. Et là, il faut bien dire aussi que le bilan, je dirais, des stratégies industrielles de ces 10 dernières années est quand même désastreux. Voilà, et vous appelez aussi dans ce livre, Pierre Papon, à voir plus loin, à envisager des nouvelles idées, comme celle éventuellement de Dominique Bourg, de repenser le bicamérisme français. Dominique Bourg, le philosophe, qui a proposé une autre réforme constitutionnelle, un peu plus radicale, qui donnerait un autre rôle au Sénat, peut-être celui d'une chambre parlementaire du futur. Je vous invite aussi à lire le nouvel ouvrage de Serge Haroche, qui publie La lumière révélée, et comme vous, il raconte ce que l'on doit au progrès. Il évoque et confronte différentes théories, celle de Galilée, de Newton et d'Einstein. C'est chez Odile Jacob. Enfin, dans le cours de l'histoire, ce matin, l'invité de Xavier Mauduit, l'historienne médiéviste Marlene Nicou, revenait sur ces médecins qui murmuraient déjà à l'époque à l'oreille des souverains. Être médecin à la cour, c'est une longue tradition d'influence. Merci beaucoup à vous, Pierre Papon. Je rappelle le titre de votre livre passionnant, La démocratie a-t-elle besoin de la science ? C'est au CNRS Éditions. Merci. Merci à vous. Et un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Oriane Delacroix avec Henri Leblanc pour La Grande Table Culture. Merci beaucoup à Madeleine Martineux et à Anouk Delfino pour leur aide précieuse. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau avec Anthony Taubasson. Très bel après-midi à tous sur France Culture.